Aujourd'hui, c'est un peu plus personnel, la personne qu'on reçoit. Il s'agit de Yvan Garnier. Alors, vous allez voir, c'est pas très conventionnel, mais je vais le tutoyer parce qu'en fait, on est des copains. Et Yvan Garnier, c'est le visage de l'association Vaincre la mucoviscidose. Alors, moi, Yvan, je le connais. D'ailleurs, je te remercie d'être là aujourd'hui. Je sais que tu es très pris. La semaine dernière, hier, avant-hier et avant-avant-hier, il était à SAM. C'était un événement caritatif organisé par Vaincre la muco, qui s'appelle Swim Against Muco, où plus de 190 000 € ont été levés pour la recherche. Là, il nous fait l'honneur d'être présent aujourd'hui. Il repart tout de suite au Morbihan, c'est ça? Non, pas du tout. Ah, ben voilà. Bon, en tout cas, si moi je te connais, les étudiants, eux, ils ne te connaissent pas. Donc, qui est Yvan Garnier? Bonjour Adrien, bonjour à tous. Donc je vais resituer, je ne suis pas du tout du Morbihan, je suis de la Basse-Normandie. C'est avant le Morbihan. Donc Yvan Garnier, j'ai 39 ans. Je suis en couple et j'ai une petite fille de 9 ans. J'habite dans l'Orne. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est le département sud de Basse-Normandie. Je suis éducateur sportif et donc je suis là pour représenter l'association Vaincre la mucoviscidose, puisque je suis atteint de cette maladie. Pour continuer à me présenter un petit peu, qu'est-ce que tu veux que j'évoque, Adrien? Peut-être qu'est-ce qu'est la mucoviscidose? Tout à fait. Donc, est-ce que certains d'entre vous connaissent déjà la mucoviscidose, ont déjà entendu parler de la mucoviscidose? Donc, du fait qu'Adrien soit aussi atteint de cette maladie, vous connaissez un petit peu, vous êtes sensibilisé plus ou moins. Donc, c'est une maladie génétique, héréditaire, une maladie grave et qui est mortelle, qui touche essentiellement le système pulmonaire et le système digestif. Donc, dans l'idée, c'est le mucus accumulé sur ces organes qui n'arrivent pas à s'évacuer. Et aujourd'hui, on ne guérit toujours pas de la mucoviscidose. C'est pour ça qu'on a toujours besoin de faire de la collecte de dons pour financer la recherche. Ça avance petit à petit. Là, il y a 60 ans, l'association a 60 ans, donc il y a eu des progrès de fait sur ces années. Et on espère un jour pouvoir trouver un traitement ou une solution qui puisse enfin guérir de cette fichue maladie. On est d'accord. On va passer une vidéo pour continuer sur cet échange. Papa, j'ai une baguette magique pour toi. Qu'est-ce que tu en fais là tout de suite maintenant? Je prends ta petite baguette magique et je ramène tous les mucos qui sont partis trop tôt. Je m'appelle Yvan, j'ai 38 ans, je suis patient atteint de la mucoviscidose. Je suis également éducateur sportif. Et ben moi, pour me présenter, je m'appelle Léonie, je suis en CM1, j'ai bientôt 9 ans. La mucoviscidose, c'est une maladie génétique qui va sur les poumons ou les parties du corps et qui doit prendre beaucoup de médicaments, qui toussait beaucoup. Et maintenant, grâce au Kaftrio, ils vont mieux. Avant le Kaftrio, papa était tout le temps fatigué. On sortait moins, beaucoup moins. Donc il y avait des phases très compliquées, notamment sur les périodes hivernales, avec pas mal d'infections, des cures intraveineuses, des choses comme ça. Nous, on a eu la chance d'avoir Léonie. Le parcours des patients muco est compliqué. On a la partie pulmonaire, digestive, plein d'autres à côté aussi. Il y a l'hypofertilité aussi qui est compliquée. Donc c'est grande fierté de l'avoir à côté de moi. On faisait peut-être et sûrement beaucoup moins d'activités avant qu'aujourd'hui. Certes, ça va mieux, mais la mucoviscidose est toujours présente. Donc on est toujours sur le qui-vive. Sur le début d'année, j'ai refait des infections, donc voilà, il y a eu un rappel à l'ordre alors que ça se passait très bien. La rage de vivre, ouais, j'ai toujours eu la rage de vivre et la rage de continuer de vivre, surtout. Il est encore très important de donner, de nous aider à financer la recherche pour qu'un jour on puisse guérir de la mucoviscidose. C'est le combat qu'on doit mener maintenant, qu'on est tous axés à
soit la guérison, soit à quelque chose qui nous aide encore plus. Ceux qui regardent doivent absolument faire un don. Parce qu'à la muco, il y a plein de choses qui peuvent les aider. Écoutez-moi, faites un don! Merci. Je vois que t'es ému. Ah, c'est la séance émotion. Dès que je vois ma fille, de toute façon, c'est fichu. Ouais, elle m'émeut toujours aussi cette vidéo. Alors, on l'a pas très bien vu, mais il y a une phrase que tu as dit au début qui est assez choc. C'est qu'est-ce que tu ferais si tu avais une baguette magique? Et tu as répondu. Je ramènerai tous les patients muco qui sont partis trop tôt. C'est important de le dire parce que jusqu'à avant 2020, il n'y avait pas de traitement réellement pour la mucoviscidose, pas de traitement qui traitait réellement ces symptômes. Et on a perdu beaucoup de patients, beaucoup d'amis qui auraient pu l'avoir. Et puis en 2020, il y a un médicament révolutionnaire qui nous vient des USA qui s'appelle le Kaftrio, qui commence à émerger, qui est pas tout de suite disponible pour les patients français. C'est d'ailleurs un long combat difficile mené notamment par l'association Vaincre la mucoviscidose, mais également Grégory Le Marchal qui se sont battus pour avoir accès. Ça a été un combat difficile, long, ô combien décisif. Et puis toi, tu as eu accès à ce traitement, et d'ailleurs moi de même, et ce qui fait aussi qu'on est là aujourd'hui. Et on a un sursis, on a un souffle supplémentaire, et il y a eu clairement avant et après Kaftrio. Du coup, j'aimerais savoir déjà, comment tu as vécu l'arrivée de ce médicament? Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Et surtout, est-ce que tu te souviens du jour où on t'a annoncé que tu allais avoir Kaftrio? Je me souviens de tout ça. Après, il y a eu plusieurs phases sur le Kaftrio. Il y a eu la première partie où il y a un peu de frustration, de colère et d'attente, puisque on entendait parler de ce médicament. Il faut savoir que quand un nouveau traitement arrive, il y a une phase de test, d'essai. Donc on entend un petit peu parler. Ça peut prendre 5, 10, 20 ans, suivant comment les protocoles avancent. Et quand on a ouï dire de ce traitement révolutionnaire, on a envie de le prendre. Donc tout d'abord, il y a eu un accès conventionnel pour certains patients, donc c'est-à-dire que le laboratoire on faisait un peu don à certains patients sur dossier médical. Pour ceux qui avaient des capacités quasiment en attente de greffe avec 30 ou voire moins pourcentage de capacité respiratoire. Moi, entre guillemets, j'avais la chance d'avoir une bonne capacité respiratoire, d'être dans un bon état, donc je n'avais pas encore accès à ce médicament. Donc, il y avait de l'impatience un peu de l'avoir. Et puis, les combats menés par les deux associations très connues en France, l'association Vaincre la mucoviscidose qu'on représente aujourd'hui, mais aussi l'association Grégory Le Marchal, ont œuvré avec l'État pour avoir un accord entre le laboratoire et l'État pour que ce médicament soit mis sur le marché et remboursé par la sécurité sociale. Et donc, moi, chaque année, je me rends au CRCM, donc Centre de compétences et de ressources de la mucoviscidose, pour faire le bilan annuel. Et au mois de juillet, au moment du bilan annuel, donc la date était calée depuis certains mois, mais le médecin m'appelle, elle me dit Yvan, quand vous allez venir pour le bilan annuel, vous allez repartir avec l'ordonnance pour le Kaftrio. Donc grande joie, grande fierté de pouvoir avoir accès à ce médicament. Et puis je repars avec le petit sésame, la petite ordonnance. Je vais à la pharmacie. Donc ça c'était le jeudi, et le lundi je commence mon nouveau traitement. Et là, c'est une dinguerie dès le premier jour. En fait, dès la première prise du matin, 2 heures après, j'expectorais tout ce que j'avais dans les poumons. J'ai craché toute la journée, ça sortait par les crachats, par le nez, je me mouchais constamment. Et le lendemain, en fait, je me suis senti libéré, comme si on enlevait un sac à dos rempli de bouteilles d'eau. J'avais mal aux côtes tellement mes poumons respiraient un peu plus. Et sur cette semaine-là, je m'étais dit, je vais rester tranquille, voir un petit peu les effets secondaires que je peux avoir, tout ça.
Mais au bout de 2 jours, j'avais envie de rebouger. Donc j'ai mis les baskets, je suis parti courir. C'est un parcours que je fais habituellement. Et là, j'ai gagné 30 secondes au kilomètre d'un coup, sans effort. Je cherchais l'essoufflement, je cherchais. Et, bon, j'ai atteint cette limite. Au bout d'un moment, j'étais dans le rouge, mais voilà, j'avais plus de cette sensation d'étouffement, d'essoufflement, de crachat non plus. J'étais vidé de tout ce mucus qui était accumulé dans mes poumons. Et puis la suite, ça fait depuis juillet 2021 que je prends ce traitement. Et je n'ai pas refait de cure intraveineuse par antibiotiques depuis cette date. Comme vous avez entendu sur la petite vidéo, j'ai rechopé une bactérie en janvier de l'année dernière qui m'a remis les bactéries à plat, mais voilà, c'est reparti de plus belle. Mais la vie a fortement changé. J'ai repensé mon projet professionnel. Je suis aujourd'hui éducateur sportif, chose que même si je faisais du sport avant, c'était très compliqué de faire tout ça. Donc là, je suis soulagé d'avoir ce nouveau médicament. Toi, Adrien, comment tu l'as vécu? Voilà. Alors déjà, il faut savoir que comme Yvan l'a dit, l'arrivée de la trithérapie du Kaftrio, ça a mis beaucoup de temps parce que c'est un médicament qui vaut très cher. À l'époque, en fait, c'est une histoire de brevet pharmaceutique. À l'époque, on essaie sur quelques centaines de milliers d'euros par an et par patient. Et comme on est dans des sociétés qu'on appelle des sociétés solidaires, s'il y a des gens qui, comme certains d'entre vous, ne sont jamais malades, il y a des gens comme nous qui sont tout le temps malades. Et le fait qu'on travaille fait en sorte de pouvoir financer ces traitements. Mais effectivement, les négociations sont assez compliquées parce que c'est une charge pour la société, c'est une réalité. On peut parler de coût de la vie. En tout cas, ça a mis beaucoup de temps à arriver. Il y a beaucoup de patients qui sont décédés avant de l'avoir, ce traitement, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais le laboratoire a aussi fait un geste, c'est ce que Yvan a parlé de, c'est l'accès compassionnel, par compassion, gratuitement. Alors, il y a toujours un intérêt derrière, on va pas épiloguer dessus. Mais l'idée était de tenter de sauver les patients qui étaient à la limite de la greffe pulmonaire. Donc je l'ai eu un peu plus tôt. Je l'ai eu en novembre 2020 avec cet accès compassionnel, parce qu'à l'époque j'avais 17% de capacité respiratoire. Pour faire simple, vous travaillez plus et vous avez 2 choses dans votre vie, c'est, on va dire, quelques déplacements, c'est d'aller de votre lit à votre canapé pour attendre la journée. D'ailleurs, on imagine souvent rarement comment c'est difficile 1 kilomètre pour des patients qui dépassent difficilement les quelques mètres dans la journée. Et l'idée, c'était de se dire que j'avais fait plusieurs demandes dans plusieurs CRCM pour essayer de multiplier les coûts et plein de patients ont fait ça. Tous ne l'ont pas eu. Et moi, je me souviens de ce jour comme si c'était hier. C'est-à-dire que j'ai reçu un appel du CRCM de Cochin, parce que j'étais co-suivi à Paris. Et je vois un appel CRCM de Cochin, centre hospitalier. Donc là, c'est qui tout double. C'est soit on part à la greffe, ok, on y va, on teste. Soit on essaye le Kaftrio et puis voilà. Et je décroche le téléphone et j'ai le docteur Canan qui me dit ah, bonjour Adrien, c'est bon. Je dis mais qu'est-ce qui est bon? Faut qu'on réalise la chose. Il me dit c'est bon, le Kaftrio, vous l'avez, il arrive dans 1 semaine. Je fais ok. Bon, maintenant je dois raccrocher parce que j'ai des moins bonnes nouvelles à annoncer à d'autres. Au revoir Adrien. Je suis resté scotché. C'est le 16 novembre 2020, 16h10. Non, sans blague. Et je suis resté un peu scotché pendant 1 minute. Et après, j'ai repris mon téléphone. J'ai ouvert le journal d'appel. Je voulais être sûr qu'il y a vraiment eu cet appel. Et après, j'ai appuyé comme dans les iPhones sur la touche information pour être sûr qu'il y ait eu l'appel et qu'il ait duré. Et j'ai vu 45 secondes et je me suis dit, bon, je pense que c'est vrai. J'ai le Kaftrio et il est arrivé 1 semaine après. Et en 1 semaine, je suis passé de 19% de capacité à 35%. Donc en fait, j'ai repris mon activité sous 1 semaine et tout a commencé à se dégoupiller. Et c'est un second souffle, c'est une seconde vie. On est beaucoup à l'avoir eu. Et ce qui fait que je suis là aujourd'hui et qu'on est là aussi. Et on va relativiser quand même parce que aujourd'hui, tous les patients n'ont pas accès au Kaftrio, tous les patients ne répondent pas au Kaftrio aussi. C'est pour ça que c'est toujours important de donner. Et aujourd'hui, ça ne guérit pas la mucoviscidose. Moi, je dis c'est un sursis supplémentaire. Un sursis qui fait du bien quand même. Tu pourrais reprendre une vie normale, courir, recourir. Mais aussi, effectivement,
En Europe et même dans le monde, beaucoup de pays n'ont pas accès à ce traitement. Il faut aussi relativiser. Si je prends par exemple l'Albanie, l'espérance de vie, c'est 8 ans aujourd'hui. C'est ce qu'on avait, nous, il y a 20 ans, 30 ans. Donc il y a des pays, il y a des combats aussi à mener. C'est pour ça qu'il y a une association européenne qui s'appelle Cystic Fibrosis Europe, qui se bat pour l'accessibilité du Kaftrio dans l'ensemble de l'Europe. Voilà. Je pense notamment aux Ukrainiens, pour lesquels c'est plutôt compliqué aujourd'hui, qui eux, un, n'ont pas de Kaftrio, et deux, n'ont pas vraiment de centre de greffe. Donc effectivement, il y a un travail sur plusieurs pays. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Non, t'as tout bien résumé. Ouais, c'est ça, c'est 20% à peu près de la population muco qui n'ont pas accès au Kaftrio, dû à une mutation rare sur le gène ou à une greffe qui a été effectuée avant l'arrivée du Kaftrio. Donc on va petit à petit vers aussi des possibilités, des champs des possibles, notamment avec des patients greffés qui testent aussi Kaftrio, voir s'il y a un effet ou pas. Et puis aussi, c'est de savoir la longévité de ce médicament. On n'a pas forcément de recul aussi, puisque c'est assez récent. Donc à voir si sur la longueur, est-ce qu'on ça nous aidera sur le long terme. C'est ça aussi. Ça, c'est la grande question. Mais dans tous les cas, en sursis, effectivement, ça se prend. Si, par exemple, je prends un exemple, mais si demain, un patient arrête de prendre le Kaftrio, sous quelques semaines, il va retrouver son état d'origine. Ça, il faut aussi le dire. Ça pose une question de dépendance aussi vis-à-vis des laboratoires pharmaceutiques, parce que ça peut vite décliner, quoi. En tout cas, effectivement, on ne sait pas encore l'effet du Kaftrio sur le long terme. On touche du bois pour que ça tienne. Après, on verra bien, mais dans tous les cas, c'est un sursis qui permet de revivre. Plus que revivre, ouais. De vivre, tout simplement. Ouais, bah, après, je pense que même avant, tu l'as vécu comme ça aussi. On n'est pas des personnes à tendance à se laisser aussi aller, à vivre même avant l'arrivée du Kaftrio. Je pense qu'on est des personnes assez dynamiques qui aiment aussi la vie, mais sachant qu'on a un sursis, on a envie de profiter, de faire plein de choses. Mais le Kaftrio ouvre le champ des possibles et on cherche un peu la limite de savoir jusqu'où on peut aller. Je pense que c'est notamment ce qu'on va évoquer sur la suite. Mais, on va enchaîner tout de suite alors, effectivement. Tu es passé, toi, on va dire, d'un niveau de vie où tu étais quand même assez médicalisé, tu avais beaucoup de traitements, etc. Et finalement, maintenant, tu fais plein d'exploits sportifs. Il a fait un Ironman, il fait du triathlon. Du coup, je vais revenir sur ce que tu viens de dire. D'où elle vient cette envie de te dépasser? J'ai l'impression que j'ai toujours plus ou moins eu. Et quand je côtoie d'autres patients, c'est un peu tout ce qu'on a aussi. Sûrement, on avait cet instinct de se motiver, de se pousser depuis le plus jeune âge. Après, il faut savoir que le sport reste important aussi dans la prise en charge de la maladie. Ça fait partie des traitements aujourd'hui de la mucoviscidose. Le fait de se bouger, de se mouvoir, permet au mucus aussi de se bouger dans les poumons et de pouvoir l'évacuer et d'éviter les infections. Donc déjà, la partie sportive reste un traitement à part entière de la mucoviscidose. Et voilà, moi, mon médecin du CRCM m'incitait à faire du sport. Donc j'ai fait 30 années de football et puis des sports d'endurance comme la course à pied, le triathlon que tu viens d'évoquer. Et voilà, en fait, en plus de cette prise en charge médicamenteuse, de kinésithérapie, le sport m'a permis d'avoir un état stable. Je considère que la prise en charge sportive dès le plus jeune âge m'a permis d'avoir des capacités respiratoires. Donc, tout à l'heure, tu évoquais le VMS avant Kaftrio, tu avais 17%. Moi, avant le Kaftrio, j'avais 68%, donc bien au-dessus d'Adrien, et je suis passé à 90% après le Kaftrio. Donc la marge a bien augmenté et a décuplé mes capacités respiratoires pour faire encore plus de sport. C'est vrai que pendant des années, on disait aux patients atteints de pathologie respiratoire, mais pas que dans la mucoviscidose, quand on avait une méconnaissance bien sûr des mécanismes. Oula, s'il court, il s'épuise, s'il s'épuise, il va aller plus mal. Donc on incitait justement, et c'est un non-sens aujourd'hui, on le sait, mais on incitait les patients à ne surtout pas faire de sport. Pendant des dizaines d'années, on a dit ne faites pas de sport, il ne faut pas qu'ils se fatiguent, il ne faut pas qu'ils s'épuisent. Finalement, dans les années 90, 95, on en est revenu. Et on a compris qu'effectivement, au contraire, oui, le sport
fatigue, mais le sport fait dans de bonnes conditions, c'est-à-dire sans se mettre dans le rouge, en vérifiant son taux d'oxygénation dans le sang, etc., permet au contraire d'augmenter la capacité respiratoire et un bien-être sur l'ensemble du corps. D'ailleurs, c'est un grand débat aujourd'hui qui est les APA, l'activité sportive adaptée. Comment le faire dans des bonnes conditions? Et pour prendre un exemple sur les bienfaits du sport, vous savez, j'ai fait un défi à roller récemment. Avec le CAF Trio, je suis arrivé à 35% de capacité respiratoire, ce qui m'a permis de faire notamment reprise d'activité professionnelle, personnelle, sportive. Et en sortant du roller, j'étais à 44%. En 3 semaines de sport intensif, entre 7 et 8 heures par jour, dans de bonnes conditions, j'ai gagné presque 10% de capacité respiratoire. C'est pour ça que c'était un non-sens à l'époque de dire attention, ne faites surtout pas de sport. Je vais revenir sur ton Ironman, parce que moi ça m'impressionne toujours. Hein. Moi j'ai appris qu'il avait fait un Ironman, j'étais fou. Wow. Comment, quand on a une pathologie respiratoire, on se prépare à un Ironman? Comment on gère son souffle, son énergie, la condition? Et quoi ton prochain défi? Alors le souffle, on le gère plus facilement du coup, puisque, comme je le disais tout à l'heure, j'étais en recherche de cet essoufflement. Et étant sportif depuis mon plus jeune âge, en fait, j'y suis allé progressivement dans cette prépa marathon, puisqu'en fait, le but final de ce triathlon, c'était de récolter des fonds pour l'association par défi, page de collecte. J'ai commencé tout d'abord avec donc la course à pied. Je faisais déjà un peu de course à pied, des semi-marathons, des 10 km. Et ensuite, je me suis mis au vélo. Et j'ai fait une première page de collecte avec mon cousin, post-Covid. On s'est dit, j'avais quoi, 35 ans. J'arrive à l'âge où en fait les patients mucos décèdent. On était à l'âge moyen, l'âge médian des décès des patients mucos. Me porte plutôt bien. Il est temps peut-être aujourd'hui de t'investir, de faire quelque chose. Donc je me suis lancé dans ce défi de faire le tour de Normandie en vélo avec mon cousin. Qui lui était de Colmar. Et il voulait découvrir un peu les lieux de la Normandie. Donc on a fait le tour en vélo, on a récolté 3 000 € de dons pour l'association. Ensuite arrivé CAF Trio, où là après ensuite je me suis remis sur un défi course à pied de courir 7 km par jour pendant 36 jours, donc mon âge de cette année-là. 7, ça représente en fait le chromosome touché par la maladie. Et 36 jours, je suis parti du mois d'août pour aller jusqu'au Virade de l'Espoir, qui est l'événement national organisé par l'association Vaincre la mucoviscidose pour récolter des dons. Et ensuite, là, l'idée de faire l'Ironman. Donc je l'avais déjà plus ou moins, parce que un triathlon, j'avais déjà fait un triathlon en format S. Donc j'étais pas sous CAF Trio. Et c'était compliqué, mais j'étais content de l'avoir fait. Donc là, on part sur des petites distances. En S, on est sur 750 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied. Sur l'Ironman, on multiplie un petit peu les distances. On est sur 3 km 8 de nage, 180 de vélo et derrière un marathon. Alors l'idée, c'était de le faire sur ma commune de naissance. Donc c'est pas un format officiel où je me suis inscrit sur un Ironman ou une course organisée dans une ville. Je l'ai fait sur ma commune de naissance où il y a une base de loisirs. Donc je faisais des longueurs dans la partie baignade. Le vélo, j'ai fait 7 boucles de 25 km. Toujours le chiffre 7 qui ressort un petit peu. Et ensuite, même chose pour la course où je faisais des boucles de 7 boucles de 6 km pour faire les 42. Et l'idée, c'était de me faire accompagner par les amis, la famille, d'avoir des petites animations sur la base de loisirs et de récolter des dons. Et la partie la plus horrible, c'était la natation. Dans tous les sens du terme, que ce soit sur la préparation ou le jour J. Donc entre-temps, je faisais des petits marathons, des petits triathlons pour appréhender un petit peu les distances. Et j'avais une phobie de l'eau, de l'eau vive, parce que la piscine, il n'y a pas de problème, on nage, on voit les carreaux, mais dès que j'arrivais dans les rivières, les étangs,
j'étais en panique, le cœur il montait, donc là c'était très dur. Et le jour de l'Ironman, je commence mes premières longueurs et là je me redresse et je dis à tout le monde je vais pas le faire. Et tu peux pas, t'as tout prévu. Et là en fait tu te relances. L'eau elle était glacée, je me mettais du café. Je prenais une pause, je me mettais du café sur les doigts pour repartir. Et la première boucle de vélo, je claquais des dents pendant 1 heure, j'étais pas bien. Et donc, tout le monde était un peu inquiet sur mon état et ce que j'allais finir cet Ironman. Mais tout s'est très bien passé et en 15 heures, je commençais au lever de soleil et j'ai terminé, il faisait nuit. Et c'était une journée incroyable puisque j'ai eu des gens qui m'ont accompagné sur la nage, qu'on nageait avec moi. J'ai nagé en peloton avec une cinquantaine de vélos. Pareil pour la course à pied, c'était une fête magnifique et les gens sont très sensibles. Je suis sur un petit village de 700 habitants, donc tout le monde se connaît. Je travaille dans un commerce, mes parents étaient aussi commerçants, donc il y a vraiment une grosse solidarité autour de ce que je peux faire sur mes défis en local. Donc c'est extra important, extra émouvant d'avoir fait cet Ironman. Et pour répondre à ta dernière question, le prochain défi, il arrive dans 15 jours, moins de 15 jours, dans 10 jours. C'est le marathon de Paris. Donc vous allez me dire, marathon, c'est plus rien quand on a fait un Ironman. Mais il y a quand même une petite pression en termes de préparation, de savoir si on va bien finir. On parle du mur du marathon au 30e kilomètre, voir comment on va le gérer. Et puis il y a la partie, on a évoqué tout à l'heure, digestive de la mucoviscidose. Donc c'est ça la crainte à chaque fois, moi, quand je pars sur des grosses distances comme ça, c'est de savoir si l'estomac va bien tenir la distance. C'est plus l'inquiétude que par rapport aux poumons. Je sais que les poumons vont aller au bout, mais c'est l'estomac, quoi. Toujours cette crainte. Et donc ce défi marathon, c'est un dossard solidaire avec l'association Vaincre la mucoviscidose. Donc l'idée, c'est de revalider mon dossard, il fallait que je récolte des dons. Donc la cagnotte, là, elle est aujourd'hui à 1 200 €. Elle est toujours active et je pense qu'elle va monter encore un petit peu sur ces prochains jours, une fois que j'aurai effectué ce marathon. Et ça ne s'arrête pas là, parce qu'il y a encore un défi ensuite. Je retourne sur un triathlon. Ok. Le 1er juin à Tours, je repars sur un Ironman, un 70.3, donc cette fois-ci c'est la moitié de ce que j'avais effectué, mais en compétition officielle. Voilà, là j'irai me frotter à de vrais triathlètes. Qui ne sont pas paras. Il y a peut-être des paras, mais en fait dans la mucoviscidose, les maladies respiratoires, il n'y a pas de catégorie, on n'est pas référencé en para, donc on n'est ni dans les paras, enfin finalement on a un handicap, mais on n'est pas non plus valide, donc il n'y a pas de catégorie pour nous. Mais on peut quand même se raccrocher à des catégories, je pense notamment à Steve Matija, qui est un ami commun qui est atteint de muco, et d'ailleurs qui a été venu à une semaine de l'inclusion. C'est parce que comme la mucoviscidose entraîne beaucoup de pathologies sous-jacentes, du diabète, des scolioses, des gros problèmes articulaires, etc. Et notamment Steve a réussi à rentrer, c'est un comble, dans la catégorie para, mais pas pour la muco, parce que c'est pas reconnu à ce niveau-là, mais par toutes les conséquences. Donc comme il a des scolioses, il a des problèmes aux articulations, il est rentré dans une catégorie para pour les problèmes articulaires. Alors que le vrai challenge, oui, bien sûr, c'est une conséquence, il y a un problème, mais c'est la plus complexe à gérer, c'est le souffle. Voilà. Merci, en tout cas, tu m'impressionnes à chaque fois. Et je savais pas que tu te relançais encore dans quelque chose. Ce qu'il dit pas aussi, c'est que quand il fait des événements comme ça, il parlait de village solidaire, etc., il organise tout ce qu'il y a autour aussi. Tout l'événementiel, parce que voilà, tu t'es concentré sur tes défis sportifs, mais avant tout, Yvan est un homme d'engagement. Et effectivement, au-delà de la cause, il va organiser tout l'événementiel autour, tous les villages solidaires, gérer tous les bénévoles. Et ça, c'est aussi un boulot. C'est un boulot d'ailleurs que les étudiants, certains vont faire dans leur milieu professionnel, faire de l'événementiel. Et du coup, ça va nous permettre de déraper vers la thématique de l'engagement, et principalement autour de l'engagement chez Vaincre la mucoviscidose. Et avant de démarrer, je te propose de commencer par une vidéo qu'on va projeter, qui est le spot officiel de l'association Vaincre la mucoviscidose. Ok, mucoviscidose, tu nous as fait connaître l'épuisement, l'angoisse, la peur du lendemain. Oui,
Nous sommes nés avec toi, Muko. Mais nous sommes nés pour vivre avant tout. Poursuivre nos études. Aimer comme tout le monde. Former un couple. Réaliser enfin nos rêves. Et voir un jour nos enfants grandir. Muko, tu n'auras pas le dernier mot. Tu n'auras pas notre dernier souffle. Tu n'auras pas notre rage de vivre. Parce que nous sommes des milliers. Et qu'ensemble, nous pouvons te battre. Vaincre, ensemble, vivre avant tout. Mes parents étaient investis en tant que bénévoles sur une virade à 40 km de chez nous. Tous les ans, je leur disais, je vous accompagne demain. Et le matin, alors ça m'arrive jamais, mais seulement le jour des virades, quand j'étais plus jeune, je prétextais qu'il faisait pas assez beau le jour de la virade, que j'allais être malade. Je préférais rester au chaud, donc j'y allais jamais. Je refusais d'y aller. Et comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est après le Covid, à 35 ans, avec un échange avec mon cousin, où là, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure pour l'association. Donc en fait, en septembre, il y a les Virades de l'Espoir, c'est l'événement de collecte, événement de collecte de l'association sur tout le territoire. Et forcément, avec le Covid, on ne pouvait plus réunir les gens pour faire cette collecte. Donc l'association proposait des pages de collecte en ligne pour pouvoir récolter ces dons et ce manque qu'on ne pouvait pas faire le jour des virades. Et c'est là où on s'est lancé sur le Tour de Normandie. Et une fois que j'ai fait ce défi, j'ai été convié par l'association à un événement à Dax, puisque j'étais en tant que collecteur et puis créateur d'une page de collecte. Ils invitaient aussi ces personnalités-là. Donc je me suis rendu à Dax tout seul. J'ai fait Normandie-Dax en voiture. Et arrivé là-bas, j'ai rencontré des gens formidables, des bénévoles, des salariés de l'association et surtout d'autres patients que je côtoyais pas avant, puisque on nous disait de pas trop nous côtoyer. Et en fait, l'association organise des événements où les patients peuvent se rencontrer en respectant les termes d'hygiène. Et une fois que j'ai mis le pied à Dax, en fait, j'ai découvert une famille, des frères, des sœurs, des cousins, cousines, oncles et tantes, qui ont toujours existé, mais que voilà, je découvrais sur ce moment-là. Et ils ont voulu que j'intègre leur communauté. Ils m'ont invité le soir à dîner avec eux. Ils m'ont dit t'as un profil qui nous intéresse, on aimerait bien que tu rentres au sein de l'association, au sein du conseil des patients. Donc si tu veux, tu passes les 2 prochaines réunions avec nous, tu vois comment ça se passe et tu vois. Et une fois qu'on a mis le pied dedans, en fait, on met les 2 pieds, et plus que les 2 pieds, moi j'ai trouvé un sens à tout ce que j'avais envie de faire. Et pourquoi je le faisais, donc c'est pour l'association. Tous les dons qui ont été récoltés durant ces 60 ans de combat que l'association a mené, aujourd'hui on en bénéficie avec CAF-Trio. Et aujourd'hui, moi j'ai envie que les petits mucos qui naissent dans 10 ans profitent de ce qu'on aura fait aujourd'hui, nous, du combat qu'on mène, de trouver des solutions pour les patients qui n'ont pas accès. Donc voilà, c'est ça, c'est un remerciement aussi pour les gens qui ont œuvré et œuvré pour le futur. Merci. Yvan a expliqué effectivement qu'avant, les médecins déconseillaient les rencontres entre patients mucos. Je vais revenir un petit point d'histoire par rapport à ça. Il fut un temps, dans les années 90, dans les hôpitaux, les adultes et les enfants atteints de muco, ils étaient tous réunis, ils se baladaient, ils mangeaient des gâteaux ensemble, certains dormaient ensemble, etc. Et un jour, il y a eu une bactérie très dangereuse pour un patient atteint de mucoviscidose qui a contaminé un patient, qui s'appelle le Cepacia. Pas d'intérêt de le citer, mais je le cite quand même. Et on a compris que les patients pouvaient se donner des bactéries, ce qu'on appelle la cross-contamination, quand 70% des patients du service sont morts. Suite à ça, le masque a été obligatoire dans les services des patients atteints de mucoviscidose. Il y a eu une séparation stricte entre la pédiatrie, donc les enfants, et les adultes.
Parce qu'effectivement, comme les adultes sont plus atteints, ils ont des bactéries plus offensives, et donc la cross-contamination pouvait en fait contaminer les enfants et les tuer plus rapidement. Et on a commencé à mettre effectivement des grandes règles d'hygiène entre les patients. Et on dit toujours, un patient, il faut au moins être à 2 mètres. Alors là, on ne respecte pas trop, on fermera les yeux pour une fois. Merci le Castrio, avant ça n'aurait jamais eu lieu. Ou alors il y aurait eu des masques FFP2, etc. Mais voilà, on dit toujours que pendant des années, on a dit il faut plus de contact entre les patients. En fait, en réalité, maintenant, on se rend compte que si, c'est important. Mais cette peur a fait que les patients ne voulaient jamais se rencontrer. Il y a 5 ans, 6 ans avant le Castrio, ce ne serait pas forcément connu et on n'aurait pas forcément échangé. Alors que désormais, ce qui fait la force de l'association Vaincre la mucoviscidose, c'est ces patients. Et en fait, il faut se rencontrer, mais il faut se rencontrer dans de bonnes conditions, faire attention, etc. On évite de toucher les mêmes choses, et voilà. Mais maintenant, on est coutumier du fait qu'on peut se rencontrer dans de bonnes conditions. On va déraper rapidement sur les masques. C'est pour ça que nous, on était des convaincus, alors ça n'a rien à voir, mais pour le Covid, de l'importance des masques. Parce qu'en fait, on a toujours été éduqués à ce sport du masque. Et je vais déraper sur une anecdote, ça n'a rien à voir, mais par rapport au masque. Il y a quelques années, j'étais avec un ami, Louis Emery, à qui on a fait le roller, d'ailleurs, que Yvan connaît bien. On était en hôpital en Bretagne, et du coup, on sortait que avec des masques. Et à chaque fois qu'on se baladait dans la rue, c'était tellement pas commun que les gens nous regardaient comme ça. Et je me rappelle, on était allé dans un casino de Roscoff, parce que voyons, on s'amuse de temps en temps quand même quand on est à l'hôpital. On avait fui dans la nuit, parce qu'en fait, il y a un couvre-feu à 22h. Heureusement, les autres patients nous avaient montré comment ouvrir les portes avec un couteau. Donc, on partait vers 20h, on savait qu'on pouvait revenir. Parfois, on soudoyait aussi l'agent de sécurité, donc il nous activait on ouvrait, hop, on rentrait, il nous activait les ascenseurs. Et on est allé au casino, et quand on est rentré avec nos masques dans le casino, c'est pas tant de rentrer comme ça qui posait problème, c'était les masques. Et la dame de l'accueil nous a dit, vous reculez, je sais pas ce que vous avez. Vous devez être très malade, donc vous reculez. Et en fait, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'on avait les masques pour se protéger nous, mais on n'avait pas quelque chose qui pouvait les contaminer eux. Et on était virés du casino, parce qu'on savait pas ce qu'on avait. On avait beau expliquer, non. Et à chaque fois qu'on se baladait dans la rue, il y avait vraiment une crainte du patient ou quelqu'un qui avait un masque. Parce qu'il devait être très contaminant s'il avait un masque. Et c'est pour ça que quand le Covid est arrivé, on était contents, nous les patients. Parce qu'on pouvait se balader à Roscoff sans se faire regarder mal, sans avoir peur de nous, etc. Et un des apports du Covid, parmi les nombreux apports, il y a eu du négatif, il y a eu du positif, c'est que maintenant on peut se balader avec un patient avec un masque sans se faire regarder de travers, parce que c'est devenu dans les usages. Voilà, c'est le petit message que je voulais placer. L'avis de recherche, il devait être... on recherche à Roscoff 2 individus masqués. Ah ouais, non mais clairement, grave. Franchement, t'as l'impression on était une cible. Parfois pour faire rire les gens, quand on se baladait en voiture, je faisais... Oh là, j'ai moi qui est mort. Bref, on a vu, tu es dans le spot de Vaincre la mucoviscidose, en réalité, il est même dans toutes les colonnes Maurice, dans tous les affichages, vous pouvez le voir partout, d'ailleurs, on l'appelle le playboy de l'association Vaincre la mucoviscidose. D'ailleurs, à chaque assemblée générale, il gère un atelier sportif où il est torse nu avec les pecs, les abdos et tout, et toutes les filles y vont, toutes les patientes y vont. C'est vrai. Il ment. Ouais, à demi. Il ment à moitié. Je suis juste pas torse nu. C'est vrai. Et du coup, aujourd'hui, tu es un des visages de Vaincre la mucoviscidose, c'est sûrement le visage qu'on voit le plus. Déjà, est-ce que tu t'y attendais et qu'est-ce qui t'a poussé à accepter d'en être le visage? Comme je le disais tout à l'heure, c'est en fait une fois qu'on a mis le pied au sein de l'association, en fait on y met tout son corps et tout son âme aussi. Et en fait, tous les 3 ans, ils refont une campagne de communication au sein de l'association. Et à chaque fois, ils passent par un casting en fait. Ils demandent aux patients de s'engager pour passer un casting. Et après, eux, ils choisissent. Et en fait, je sais pas si vous avez fait attention, si vous m'avez vu, mais en fait, je passe au milieu du spot, je suis en train de crier, où c'est marqué vivre avant tout. Donc, ils cherchaient quelqu'un sportif, dans la tranche d'âge, c'était 35-40.
Et donc Pierre Pierre Foucault, qui était à l'époque président de l'association, et Odile m'ont dit, toi, tu as le profil parfait, on pense à toi, on veut que ça soit toi. Donc en fait, ils m'ont poussé sans trop me pousser, parce que j'avais aussi envie de faire partie des visages de l'association, pas pour avoir une célébrité, quelque chose, mais voilà, je pense que ça rendrait, puis ça les rend fiers, c'est mes parents, quoi, et ma famille, de me voir autant investi, et aussi d'être autant impliqué, et que mon image soit utilisée pour l'association. Et où est-ce que je voulais en venir? Je sais plus, j'ai perdu. Donc voilà, j'ai casté, puis donc j'ai été retenu pour faire partie de cette campagne. Et donc la campagne continue sur 3 ans. Après, on a vu ça, c'était il y a 2 ans. Cette année, ils ont sorti le clip que vous avez vu avec ma petite fille. Donc normalement, je suis encore une 3e fois. L'année prochaine, je repasse sur un spot. Et c'est marrant parce que autant l'année dernière, le spot était un petit peu diffusé. Mais là, on a eu beaucoup d'affichage dans les lieux publics, et j'ai reçu des photos d'un petit peu des 4 coins de la France, des gens que je connais plus ou moins, et des fois des gens que j'ai rencontrés au lycée ou au collège qui sont sur d'autres secteurs, qui m'ont envoyé la photo, ils me disent, tiens, je t'ai croisé, ou t'es dans le magazine de programme TV de mes grands-parents du Ouest France. Donc voilà, c'est marrant de se voir comme ça. Important de préciser aussi, s'il est dans le spot, c'est que depuis quelques années, l'association Vaincre la mucoviscidose met un point d'honneur à mettre dans les spots uniquement des patients atteints de mucoviscidose. Il y a 10 ans en arrière, c'était que des acteurs qui étaient dans les spots. Et les patients se sont dit, bah écoutez, autant montrer vraiment ce qu'est la mucoviscidose, prendre des patients qui sont concernés. Alors oui, c'est pas des communicants, oui, il faut les former, oui, il y a un job à faire en amont, mais c'est un non-sens de ne pas mettre des patients qui sont les premiers, les premiers concernés finalement. Du coup, est-ce que tu as été formé pour la prise de parole, etc. Est-ce qu'il y a des formations en interne ou c'est le talent? Un petit peu, non, il n'y a pas du tout de talent. Moi, je suis pas du tout à l'aise avec ça de base. Ça s'améliore avec le temps. Mais l'association propose des formations, notamment sur la prise de parole en public, avec les éléments de langage de l'association. Il y a aussi des formations pour les interventions milieu scolaire. Donc, c'est des outils, mais voilà, après, c'est la nature du personnage qui fait qu'on arrive à communiquer ou pas, mais au fur et à mesure, voilà, j'arrive à communiquer plus facilement. Il y a aussi le fait de mon nouveau métier aujourd'hui qui m'a aidé beaucoup, d'être éducateur sportif, donc d'être face à un public, de pouvoir communiquer. Et pour revenir un peu sur le visage de l'association que tu dis qu'aujourd'hui c'est des patients. Donc moi, le jour où je suis arrivé à Dax, où je connaissais personne, je suis arrivé à table le midi. Le premier visage que j'ai vu à table, c'est Floriane. Et Floriane, donc c'est une patiente aussi atteinte de la mucoviscidose, et qui était le visage de la campagne de communication juste avant moi. Et du coup, il restait de la place à sa table. Et étant donné que je connaissais un petit peu son visage par l'association, par les visuels, je me suis assis avec elle. Il y avait Fred aussi et Sylvia, qui sont donc du coup malheureusement partis depuis. Et voilà, donc le fait de voir ce visage, bah, tout de suite, je suis allé vers Floriane et j'ai pu me mettre à sa table. Donc je pense qu'il y a d'autres patients aussi qui, lorsqu'ils me voient, alors moi je les connais pas forcément, mais ils m'ont vu quelque part et donc ils font un rapprochement avec le spot et puis ce que je fais en local et tout ça. Donc c'est assez sympa de voir les gens qui me reconnaissent et puis voilà. Moi, on cherche pas la célébrité par rapport à ça, c'est plus voilà plus pour aider l'association que pour avoir un intérêt de célébrité. C'est pas du tout le cas. Ça marche, merci. Dernière question, après on laissera place aux étudiants s'ils ont des questions. Si tu avais un message à transmettre à une personne en situation de handicap ou à une famille concernée, ce serait quoi? Alors d'abord à la famille, ça serait on a tendance à vouloir un enfant qui soit
en situation de handicap ou pas, peut-être un peu de le couver, de le chouchouter. Il faut, mais il ne faut pas non plus étouffer cette chose. Il faut laisser l'enfant, malgré son handicap, faire ce qu'il veut. Le laisser, mais avec un œil bienveillant. Mais les parents ont tendance à avoir un peu la crainte, tout ça, mais faut nous laisser faire, faut laisser les enfants vivre. Et en fait, en se laissant vivre, on va créer de l'autonomie et en fait, on connaît sa maladie. Quand on connaît sa maladie, on connaît nos limites, on sait où on va. Ça peut faire peur à l'entourage. Mais voilà, faut à la fois protéger, mais aussi laisser de la place pour grandir, ne pas rester enfermé. Pour rencontrer certains patients, je trouve que certains en situation de handicap, quand c'est trop couvert, on est trop renfermé sur soi, on a du mal à s'ouvrir, à découvrir des choses, alors que malgré le handicap, tout est possible, il n'y a pas de barrière. Faut aller casser les trucs. La situation de handicap ne limite pas les choses en fait. Alors on a un petit truc en plus ou un petit truc en moins. Il y a des difficultés, mais on peut faire plein de choses, les études, du travail, la vie de famille. Rien n'empêche, malgré le handicap, à vivre toutes ces choses. Ce que nous a expliqué Joseph Chovanec hier. C'est vrai que quand on a une pathologie, qu'elle soit chronique ou pas, je prends un exemple, mais dans la muco, mais quand on a conscience de la mort, on vit beaucoup plus les choses intensément. Et on a envie de gravir tous les mondes, de faire tout ce qui est possible de faire pour pas perdre une minute. Et ce qui fait que, en fait, j'ai toujours une maladie chronique laisse place à une hyperactivité chronique qui fait que on est toujours en mouvement et on est toujours à mouvement à son niveau. C'est-à-dire que pour certains, c'est un petit pas, pour d'autres, c'est courir des Ironman, faire des marathons, faire des triathlons, etc. Mais chacun a sa propre perspective, mais ne jamais rester stoïque, ne jamais rester sur place. C'est un peu parce je pense qu'on vit un peu le jour pour le jour, et même si on se projette légèrement, on a envie de faire les choses un peu tout de suite et maintenant. Et à chaque fois qu'on fait quelque chose, on dit tiens, j'ai réussi à le faire. Je peux aller faire un peu plus demain, un peu plus le surlendemain. Ça signifie que c'est la fin, peut-être. Non. Ouais, les étudiants s'amusent sur leur téléphone. Ouais. Et voilà, donc c'est d'avancer comme ça, petit à petit, et puis parce qu'on ne sait pas jusqu'où on peut aller, donc on y va, pas à pas. J'ai toujours, on est des gamins impatients. Ouais. Les personnes sur le handicap sont des gamins impatients parce que ils laissent pas le temps au temps parce qu'il n'y a pas de temps. C'est ça. Donc voilà. Ça, c'est une phrase de Thierry Henry. Ah bon? Ah bah écoute. Tu connais pas la référence? Je suis pas du tout foot. Il n'y a pas le temps n'a pas le temps. Puis, il sort un truc, mais là, je suis plus tu peux passer 4 heures sur cette thématique. Merci beaucoup, Yvan, Merci à toi d'être venu. Merci. Et maintenant, est-ce qu'il y a dans la salle des questions sur Yvan? On a Léo Perrin qui a une question. L'année dernière, certains d'entre nous ont pu rencontrer Paul Fontaine, un autre patient mucoviscidose. Est-ce que ces exploits sportifs vous ont inspiré et si oui, comment? Alors Paul, je l'ai suivi un petit peu sur les réseaux avant de le connaître. Et alors, j'ai pas tendance à m'inspirer d'autres personnes. Alors forcément, il y a des défis qui vont se ressembler par rapport à ce qu'on fait, mais il n'y a pas de copier-coller. Après, je respecte beaucoup ce que fait Paul, même si là, je trouve que son dernier défi est un peu fou. Je suis d'accord, je suis assez d'accord. Même très fou. Là, il part il a 42 ans, il part sur 42 marathons. Donc 42 km sur 42 jours. Donc là, c'est dangereux. C'est un peu dangereux, mais Paul aime bien parce qu'il a été aussi au sommet du Kilimandjaro. Ouais. Donc non, Paul, très grand sportif. Je respecte beaucoup ses défis sportifs. On est un peu divergent sur certaines choses, mais c'est un sacré personnage. 42 marathons en 42 jours, faut le faire, quoi. Ouais.
Ah ouais, là, il est sur une semaine, là. Il met 5 heures à chaque fois, c'est quand même des belles perfs. Donc j'espère qu'il va aller au bout quand même. C'est beaucoup, hein. Ouais, il va tout faire en tout cas pour. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, Elia. Merci. Merci déjà pour votre témoignage et votre présence ici. J'avais une question qui s'adressait plus à vous deux, d'une manière globale, sachant qu'on parle d'inclusion cette semaine à l'école. Vous avez parlé du CAF Trio, notamment des brevets qui sont très chers, 100 000 euros. Est-ce que déjà pour vous, ça c'est une forme de désinclusion justement, et on ferait bien de travailler un peu là-dessus pour proposer peut-être plus de solutions et plus de moyens. Et par rapport donc aux industries pharmaceutiques, est-ce qu'on ne ferait pas passer le business avant plus l'idée de l'inclusion et l'idée de la santé pour tous à moindre coût, surtout qu'on est en France et qu'on a la chance d'avoir quand même un système de santé qui est assez développé par rapport à d'autres pays aussi bien développés que nous. Mais à ce niveau-là, est-ce que vous pensez qu'on ferait bien de faire bouger un peu plus vite les choses? C'est toi le spécialiste, hein. C'est un spécialiste. Bon. Alors, je vais répondre à ta question en plusieurs points. Est-ce que c'est pas du business? Si, c'est du business. En réalité, le monde des laboratoires pharmaceutiques est un monde qui engrange énormément d'argent. Et effectivement, il y a des pressions financières énormes. Déjà, il faut savoir que CAF Trio, il y a un seul laboratoire qui fait vraiment de la recherche poussée pour la mucoviscidose, qui en fait son cheval de bataille. Quand on a dit ça, on a tout dit. C'est-à-dire que le CAF Trio, c'est 25 ans de développement. 25 ans avec des équipes de recherche de centaines et des centaines de personnes. Et une fois que le traitement a été trouvé, il y a un brevet qui est en cours pendant des dizaines et des dizaines d'années. Donc forcément, le laboratoire va mettre à profit ce médicament qui finalement est innovant et le seul qui existe. Donc est-ce que c'est du business? Bien sûr que c'est du business. Et c'est pour ça que les négociations prennent énormément de temps. Un laboratoire, il ne le fait pas pour la bonne cause. Il le fait parce que c'est rentable. Et il peut faire du chiffre, surtout quand on n'a pas de concurrent. Donc en fait, bien sûr que c'est du business, c'est le coût de la vie, mais c'est pas que propre à ce laboratoire qui est Vertex, c'est propre en fait à tous les laboratoires. Je connais peu de laboratoires qui font des centaines de millions et de millions de développements pour dire, bah écoute, on va le mettre gratuit quoi. On va le mettre gratuit pour la bonne cause, pour la BA. Ça n'existe pas. Néanmoins, je vais relativiser ce que je dis quand même, parce que quand un pays riche comme la France paye le médicament au prix fort, bah, chaque pays riche a sa bascule pays pauvre. Donc si par exemple, attention, je cible pas forcément les pays, parce que j'ai pas les couples en tête, mais si un pays comme la France paye le CAF Trio peut-être 10, 15, 20 000 euros, 8 000 euros, peu importe, alors notre pays plus pauvre, comme peut-être la République tchèque, l'aura à 1000. Donc la réponse, elle est en demi-teinte. Elle est en demi-teinte, oui, c'est du business, mais oui, c'est pas du business quand même à outrance par rapport aux patients, parce qu'ils rendent l'accession plus facile à certains pays. Mais il y a eu des grosses batailles entre des gouvernements et des laboratoires au global pour justement l'accessibilité des médicaments. C'est une très bonne question. Et on va pas se mentir, on est dans un monde où l'argent est roi. Je ne saurais pas exactement vous dire. Il faut savoir déjà que c'est un accès compassionnel. Donc en fait, on l'a eu accès gratuitement. En fait, pour sauver des patients atteints de mucoviscidose, ils l'ont donné à une cohorte de patients qui allait y passer. Alors je ne sais pas combien ça représente en tête. Ça va être un peu moins d'une centaine de patients. Mais effectivement, qui ont été sauvés grâce à ça. Alors bien sûr, il y a un intérêt, c'est on donne le traitement, ça va montrer que ça marche, ça va quand même permettre de sauver des vies. Mais ils n'étaient pas obligés. Il y a des laboratoires qui ne donnent pas d'autorisation compassionnelle pour faire justement pression sur les gouvernements en disant bah, attention, il faudrait que vous vous dépêchiez, parce que sinon vos patients vont y passer.
Ça n'avait pas été le choix de ce laboratoire, et on leur remercie. Parce que dans beaucoup de pays, ils ont développé ces accès compassionnels pour les patients. Pendant plusieurs années, on a eu accès gratuitement à ça pour nous sauver. Le ratio, je ne saurais pas vous dire exactement. En tout cas, je sais que tous les patients critiques éligibles, il y a aussi une histoire de mutation, tous les patients ne répondent pas à ce traitement. Les patients qui étaient en attente de greffe, ou presque à la limite de l'attente de greffe, ont eu accès, s'ils étaient dans les mutations, à cet accès compassionnel. C'est quand même fou cette histoire de laboratoire de solidarité mondiale finalement, parce que vous avez Vertex qui a le Captrio et qui dit bah voilà, on vous le vend tant. Suivant le pays où tu nais, bah tu as la chance ou pas d'avoir accès. C'est comme si tous on avait à la banque 1 million d'euros et on vous dit bah non en fait tu n'auras jamais le droit d'y toucher toi puisque tu vis dans telle région, t'as pas le droit. C'est un peu ça, et on parle de solidarité par moment, mais là, on a un médicament qui peut sauver des vies, et en fait, on ne le donne pas à certains patients, à certains pays, parce que voilà, on n'a pas l'argent, ils n'ont pas l'argent pour... le pays ne veut pas payer, en fait. Il ne peut pas, ou il veut pas, voilà. Mais c'est super dur, quoi. Je ne sais pas si vous avez vu le complément d'enquête qui est passé il y a quelques mois, quelques semaines. Et on voit certains pays comme l'Afrique du Sud où voilà, c'est aussi compliqué. Donc ouais, c'est un peu fou de se dire il y a quelque chose qui peut aider les patients et en fait c'est l'argent qui prime mais pas la solidarité mondiale, quoi. Donc, alors on parle de la mucoviscidose mais pas de maladie dans ce système-là, hein. L'accès au fauteuil. Il faut que les patients mettent de leur poche pour avoir un fauteuil roulant, alors que normalement on est dans un pays solidaire, quoi. Très injuste, effectivement. En fait, on a une chance dans notre malheur, on est en France, Oui. en réalité. Parce que quand on regarde, je prends aussi l'exemple de l'Albanie, parce qu'on en parle beaucoup au niveau européen, mais l'Albanie, quoi, la moyenne d'âge, c'est 8 ans, quoi. Les gamins meurent à 8 ans, nous, c'est dans les années 90. Donc on est 40 ans en arrière. Et encore, ils n'ont pas le Captrio, mais ils n'ont même pas accès à tous les traitements d'avant Captrio aussi, qui étaient des traitements palliatifs, qui soignaient les symptômes et pas l'origine de la défaillance. Mais effectivement, il y a une injustice croissante, il y a beaucoup de décès encore. Donc on a de la chance, on est dans un pays d'Europe occidentale, et c'est pas le cas partout, l'accessibilité. Et encore, on parle même pas des États-Unis, où là, c'est carrément conditionné à l'argent, c'est les gens qui ont des assurances grâce aux entreprises ou qui peuvent se le financer. Donc ouais, il y a une cruelle injustice à ce niveau-là. Il y a d'autres questions? Oui, Arthur? Merci pour cette conférence. J'avais une petite question peut-être un petit peu alambiquée qui s'applique aussi un petit peu à tous les deux. Si vous pouviez renaître à nouveau, est-ce que vous auriez le choix de choisir entre avoir cette maladie ou pas? Est-ce que vous choisiriez de ne pas l'avoir et d'avoir une vie sans doute avec moins de problèmes, ou de l'avoir quand même parce que ça a fait quelque part ce que vous êtes et ça vous a donné cette trace de vivre? Moi, je partirais sur la troisième possibilité. Alors c'est sûr, une vie sans mucoviscidose, ça serait beaucoup mieux. Mais moi, quand je vois ce que je vis aujourd'hui depuis 5 ans, les personnes que je rencontre, c'est super riche. Et en fait, sans cette maladie, je pense que j'aurais pas rencontré ces gens. Et c'est cette personne-là qui arrive chez moi en roller, que je connaissais pas du tout, et qui arrive à la maison, et après, depuis ça, on se lâche plus. Direct, on devient des frères, quoi. C'est ça, quoi. C'est clairement ça. Donc non, je pense que je garde la même vie. Alors, là, je vais rebondir sur le roller. Parce que Yvan nous a accueillis lors d'une de nos étapes dans un lieu qui s'appelle, un dit lieu qui s'appelle Mortagne au Perche. Très important, le Perche. Parce que le dénivelé, il est comme ça. Il n'y a rien de pire qu'un dénivelé à roller. Parce qu'en fait, quand vous montez, vous redescendez.
Et il faut se gainer, quoi. Et la machine à oxygène, elle carburait et elle se vidait. On a une anecdote, donc on avait dormi avec Louis chez Yvan, Léonie et sa conjointe Marine. Et le lendemain, on s'attaque à l'étape de Mortagne-au-Perche. Il me dit, ah, c'est quand même vallonné. Je fais, la Normandie, je sais qu'il y a des faux plats, mais bon. L'étape le lendemain, 40 bornes. 5 minutes avant d'arriver, on a tellement été long, j'ai plus de batterie. Pas dans le téléphone, mais dans la machine à oxygène. Compliqué. Je suis à plat, et je dis à Louis et Yvan, il faut que vous y allez là, parce qu'il faut finir l'étape. Moi, je suis out, mais il faut finir l'étape. Donc, il y avait une grande route, et je me dis, je vais décliner ma position à Marine, sa conjointe. Ça, elle peut venir m'héliporter. Donc, je lui envoie ma position, et Yvan et Louis continuent, et Marine me dit, pas de souci, j'arrive. Bon, après, c'est très approximatif, de géolocalisation. Surtout dans une région où il n'y a quasiment pas de réseau. Et du coup, comme il y avait une grande route, je plonge dans le fossé, je me mets dans le fossé, les 4 pattes en l'air, comme ça. Je me dis, je vais les attendre. Marilyn, très maligne, a dit à Léonie de venir. Et en fait, ils m'ont cherché pendant 20 minutes, en regardant tous les fossés. Et donc, il y avait Marilyn qui conduisait, Léonie qui regardait les fossés. Et elle m'a réussi à me trouver au bout d'une trentaine de minutes dans un fossé pour me récupérer pour m'emmener à la fin de l'étape. Donc, merci Marilyn, tu lui rediras parce que elle m'a enlevé une grosse épine du pied. Par rapport à votre question Arthur, excusez-moi, je sais pas. Alors, maintenant que je connais la suite de l'histoire, parce qu'il y a eu un avant et un après Castrio, aujourd'hui, je vous dirais, reste comme c'est là. Parce que ça fait qu'on a envie de plein de choses, qu'on fait un tournoi à roller, qu'on se rencontre, qu'on vit des aventures formidables. Peut-être qui a fait qu'il y a cette semaine de l'inclusion, j'en sais pas. En fait, on ne sait pas comment la moindre brique retirée peut avoir un effet sur l'instant T. Donc aujourd'hui, je dirais, je garde tout pareil. Est-ce que j'aurais dit ça en 2020 ? Quand vous êtes dans un lit d'hôpital et que vous vous dites, ah là, ce qui va se passer, c'est pas très joli, quoi. C'est en train de se dessiner, c'est soit une greffe pulmonaire avec ses conséquences, soit un décès. Je pense qu'au bout du bout, j'aurais dit peut-être à toute fin, ah pas cool, je pars un peu tôt, quoi. Donc j'aurais aimé ne pas l'avoir. Mais en même temps, peut-être 2 ans avant, j'aurais dit ouais, il me reste plus beaucoup de temps, mais au moins j'aime ce que je fais et je fais plein de choses. Donc je pense que ça dépend aussi du contexte. Aujourd'hui, en l'état, avec le Castrio, même si on ne connaît pas la suite de l'histoire et combien de temps va durer le sursis, il s'arrête ou pas, je vous dis, je garde tout pareil. Mais peut-être que ça aurait changé au fil du temps. Mais je vais même aller plus loin. Avant l'arrivée du Castrio, si j'avais eu un enfant atteint de mucoviscidose, j'aurais eu de la peine pour lui. J'aurais dit, ah, ça c'est pas bien. Aujourd'hui, avec l'arrivée du Castrio, je me dis, un petit peu grand plus. Alors je sais pas si c'est égoïste ou pas, mais aujourd'hui, avec l'arrivée du Castrio, alors pour des patients comme nous, je vais dire vieux. Dans le jargon des patients, on est des patients vieux. Parce que effectivement, on a dépassé la médiane de vie. Aujourd'hui, avec l'arrivée du Castrio, les patients qui vont naître, le vrai combat, en fait, ce que disait Yvan, il a raison, c'est pour eux. Aujourd'hui, nous, nos poumons, ils sont quand même déjà un peu affaiblis, un peu atteints. Et donc, des patients comme Yvan et moi des années 90, les poumons ont atteint un palier limite. Mais par contre, les enfants qui vont prendre Castrio aujourd'hui, leur poumon va durer beaucoup plus longtemps. Donc en fait, la mucoviscidose de demain n'est plus celle d'aujourd'hui. Et la vie des patients qui vont vivre n'est pas celle qu'on a vécue. C'est-à-dire qu'avant l'arrivée du Castrio, moi Yvan parlait de cure de perfusion. Donc en fait, c'est des traitements lourds par intraveineuse ou par PAC. Donc un dispositif que vous avez là parce que vos veines en fait claquent à chaque fois qu'on les pique. Moi j'en faisais tous les 15 jours pendant 3 semaines. Donc en fait j'étais en permanence avec une pompe à me balader, avec une aiguille dans le thorax, etc. Aujourd'hui c'est 1 fois par an. Bon, ça commence la semaine prochaine pour moi. Mais donc la semaine prochaine, effectivement, je reviendrai avec les perfusions. Mais c'est rien, quoi, 1 fois par an, quoi. Quand avant vous êtes 24 heures sur 24. Et ça, c'est le fait d'avoir vécu ça, les enfants de demain vont pas le vivre. Attention en 2030 quand même, parce que tous les patients n'ont pas accès. Et ça, il faut pas les oublier. Les patients qui n'ont pas accès, je les plains terriblement.
Et c'est aussi terriblement injuste, parce que ils vivent la mucoviscidose qu'on a eu la chance de quitter. Voilà, je préfère répondre à votre question, Arthur. Si, merci. Oui, Redouane. Je voulais vous demander également, au passage, avant vous avez expliqué que du coup le sport c'était vraiment quelque chose qui vous a aidé. Et du coup en fait je voulais vous demander également si du coup pour vous le sport vous voyez aussi un peu ça comme un des médicaments, une solution qui vous aura beaucoup aidé pour combattre cette maladie. Eh bien, c'est juste un outil à côté qui vous a aidé c'est juste votre médicament qui vous aura énormément aidé comme solution. Enfin, je ne sais pas si vous voyez exactement ce que je veux dire. Et ben en fait, et après, une fois que j'ai compris l'importance du sport, que j'ai considéré que le sport était important pour ma maladie, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait 30 ans de football et moi j'ai raté ma carrière à cause de 2 fois les ligaments croisés. Normal. Ouais. Et donc par rapport à justement ces ligaments croisés, donc ça a entraîné 1 an et demi d'indisponibilité de pratique sportive. Et sur ces 2 périodes, en fait, il s'avère que mes cures intraveineuses antibiotiques augmentaient, mon VEMS baissait. Et comme l'a dit tout à l'heure Adrien, sur son parcours roller, en fait, il a gagné en capacité respiratoire. Donc en effet, le sport a aidé, mais ça je m'en suis aperçu après. En étant jeune, en fait, c'était plus une pratique loisir, une envie de faire du sport, il y avait les conseils du médecin, mais c'était aussi par passion de pratiquer le sport. Et il y a aussi donc il y a la partie un peu qui soulage au niveau médical, mais il y a aussi le fait d'appartenir à un groupe, de faire du sport en équipe, permet à l'inclusion, d'appartenir au sein d'une association, d'un groupe, donc d'être comme tout le monde, voilà, de pratiquer un sport comme tout le monde. Donc il y a une importance à la fois sur la santé physique, mentale et sur le social aussi. T'aimes le sport? J'aime ça, je touche un petit peu à tout. Les sports de raquette, le foot, les sports d'endurance. Dès qu'il y a quelque chose à faire, j'y vais. Moi, je vais vous choquer, j'aime pas le sport. Quand je dis j'aime pas le sport, c'est que juste le fait de monter les marches aujourd'hui, je suis essoufflé à fond. D'ailleurs, je prends l'ascenseur, Ludo m'engueule, je me dis, Adrien, faut pas prendre l'ascenseur, il a raison. Parce que c'est une torture. C'est une torture. Même quand je monte sur les rollers, je fais 5 bornes, je suis à plat. Mais il faut. Il faut, et puis c'est aussi se prouver à soi-même, faut le faire, quoi. Donc voilà, donc oui, c'est un traitement. Oui, je le fais. Moi, à différence de Yvan, je le fais un peu par contrainte, et je prends pas de plaisir. Même si le plaisir vient avec le temps, on est d'accord. Je suis sûr que si on vous dit là aujourd'hui on sort tous, on essaye de faire 10 km en courant, je pense que certains vont pas prendre de plaisir. Voilà, un peu ma réponse. Après il y a le côté passion, voilà, qui Bien joue. sûr. Côté passion, et la passion est devenue aussi métier. Donc là je suis éducateur sportif, je fais du coaching à domicile, je donne des cours de gym dans des associations pour seniors, tout ça. Donc c'est aussi mon métier. Ce que j'ai voulu faire il y a 20 ans, eh ben, je l'ai entrepris aujourd'hui grâce à Captrio. Il avait plein de coaching aujourd'hui, il a annulé tout pour Ouais, venir, sans blague. Donc merci. Mes petites mamies, elles sont pas trop contentes de pas faire sport aujourd'hui, mais on rattrapera les séances, c'est pas grave. Il fait chavirer le cœur de toutes les mamies, mais pas que, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? On en a 2 au fond. Cécile. Alors j'avais une question, vous n'êtes pas obligé de répondre parce qu'elle est un peu plus personnelle, mais c'est comment est-ce que vous avez expliqué à votre fille la maladie simplement et tout, et comment est-ce qu'elle l'a compris de base? Il y avait une question complémentaire du coup. Et du coup, donc la mucoviscidose, donc c'est génétique. Est-ce que vous avez... Alors, je ne sais pas du coup si ça peut donc, se transmettre, ou je ne sais pas comment ça fonctionne exactement. Et donc est-ce que ça a été une peur du coup pour vous voilà, enfin, c'était en gros, Par rapport à ma fille. ça, voilà. Ouais.
Alors pour la première question, en fait, j'ai pas souvenir de discussion avec Léonie de lui avoir expliqué la maladie, puisque finalement, elle a aperçu tout de suite. Donc quand Léonie est arrivée, moi j'ai arrêté de travailler, puisque je commençais à fatiguer. C'était pas une bonne période par rapport à la mucoviscidose, et j'ai décidé de me concentrer sur ma vie familiale et de m'occuper d'Élodie, donc d'être homme au foyer, la période homme au foyer. Et comme j'étais souvent en cure, j'avais l'éducateur sportif papa qui venait aussi à la maison, donc en fait elle a toujours baigné dans ce système mucoviscidose. Elle venait avec moi au rendez-vous CRCM, tout ça, donc on n'a pas vraiment eu de discussion particulière. Je me souviens de la prise de Castrio où je suis allé la chercher à l'école et en fait, pendant que je conduisais, je toussais, je crachais dans un mouchoir. Là, elle s'est inquiétée. Elle s'est fortement inquiétée. Et aujourd'hui, c'est marrant parce que dès que je tousse ou j'ai quelque chose, mais juste comme ça, elle lève la tête et dit papa, qu'est-ce qu'il y a, ça va pas. Donc en fait, elle a le réflexe, même si elle n'en parlait pas avant, elle a le réflexe de se dire bah tiens papa il tousse, il y a quelque chose qui se passe. Et comme on l'entend dans la vidéo, elle comprend les choses, ce qu'on fait maintenant, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Des trucs tout bêtes, mais faire un Just Dance sur la Switch avec elle, je faisais 2 danses, et moi après je m'asseyais, j'en pouvais plus, et elle a continué et tout ça. On partait en vacances à la montagne, elle en pouvait plus sur une randonnée, je l'ai prise sur le dos et on a monté l'ascension. Ça, c'est des choses qu'on n'aurait pas pu faire. Donc, elle s'aperçoit du changement. Donc, mais on n'a pas eu de discussion à proprement dite avec elle. Je pense qu'aussi, elle s'informe d'elle-même. Là, elle est aussi maintenant très investie au sein de l'association, au sein de la Virade. C'est légal, ça? Alors, non, pas trop. Mais elle adore faire Move for Muco qui va bientôt commencer. Donc, Formuco, c'est parcourir des kilomètres à vélo, en trottinette, en marchant. Donc elle participe, elle vient sur la virade, elle veut faire les maquillages à d'autres enfants. Enfin, elle est très investie. Et le fait d'être passé, que l'association soit venue à la maison, elle a une grande fierté par rapport à ça. Et puis pareil, de me voir aussi, on regarde la télé, sur la pub de la télé, le spot il passe, donc il y a une certaine émotion pour elle de voir tout ça. Et après, j'ai bien répondu à ta question. Pour la suite, la peur, c'est plus la peur de la transmission. Donc en fait, dans la mucoviscidose, j'en parle dans le spot, il y a un des symptômes, c'est l'hypofertilité. Donc en fait, pour faire des enfants, il y a un canal qui est soit bouché, soit totalement défaillant dans le système reproducteur masculin. Et donc, du coup, on est obligé de passer par un système de fécondation in vitro. Et là, tous les tests sont faits. Donc, les tests génétiques sont faits aussi pour la maman. Donc, la maman n'est pas porteuse. Donc, les risques sont juste que Léonie soit porteuse saine de la maladie. Donc, c'est-à-dire qu'elle, maintenant, une fois qu'elle va être en âge de faire des enfants, il faudra que son compagnon fasse des tests. Voir si lui est porteur, et si lui est porteur, il y aura un risque sur 4 que leur enfant ait la mucoviscidose. Soit leur enfant sera porteur sain, soit il n'aura pas le gène, soit potentiellement il pourrait y avoir la mucoviscidose. En fait, on va pas faire de SVT ici, mais nous deux, on a 2 gènes chacun atteints de mucoviscidose. Yvan transmet forcément son gène. Par contre, si la maman n'a pas de gène, ça fait un porteur sain et un malade. Donc en fait, comme on a un gène malade et un gène sain, ça fait que le patient est sain. Donc voilà. En tous les cas, nous on transmet. Et c'est aussi pour ça que c'est important de voir si la maman a un gène ou pas. Parce qu'effectivement, si elle a un gène, elle peut le transmettre. Et c'est là qu'il y a un risque quand on a un patient muco en face, parce que lui, il le transmet forcément. Enfin, je vous renvoie au cours de première de SVT sur la génétique. Pour un peu de stats, en fait, si on prend l'assemblée là, vous êtes combien 40? Là, non, ils sont plus. Ils sont plus 70, je dirais. 70, donc potentiellement, il pourrait y avoir deux porteurs de la mutation. 2 porteurs de la mutation, En ouais. gros.
c'est une personne sur 30 à peu près, 30-35. Donc, En plus de nous, bien sûr. oui, sans nous compter. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez, la dernière ou l'avant-dernière, Rémi. Du coup, j'avais une dernière petite question. Je voulais savoir où est-ce qu'on peut faire des dons, ou c'est un QR code ou un PayPal ou un RIB. Donne ton RIB. Ouais, alors, il y a plusieurs possibilités. Il y a le site de l'association Vaincre la mucoviscidose, où vous pouvez faire un don directement sur la plateforme de don. Après, je peux prêcher pour ma paroisse. Ouais, bien sûr, j'allais le dire. Après, donc sur mon Instagram ou mon Facebook, vous avez un lien pour directement sur la page de collecte, en lien avec le marathon que je vais faire dans 15 jours, où là, vous pouvez faire directement aussi un don. Donc, si vous êtes intéressé, ça s'appelle Yvan du Souffle. Compte Instagram, Yvan du Souffle. Un petit jeu de mots. Mais voilà, c'est donc soit le site de l'association directement, soit par ma page Facebook ou Instagram. Sachant que si vous faites par sa page Facebook ou Instagram, de toute façon, c'est quand même reversé avant. C'est pareil, c'est en lien direct. Il récupère pas. Ouais, non. Eh bien, merci à vous. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.